Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre et achever la séquence de géographie consacrée aux environnements et sociétés fragilisées. Dans une vidéo envoyée la semaine précédente, je vous ai présenté les risques dans le monde. Nous allons aujourd'hui voir, dans un grand C, les risques en France. Donc vous notez directement le titre, grand C, les risques en France. Petit 1, un pays exposé à de multiples aléas. Vous notez directement après que si la France est moins exposée aux aléas que certaines régions du monde, je pense que vous le constatez quotidiennement, elle doit faire face à des aléas naturels, multiples et différents. Donc, mettez bien sur pause pour avoir le temps de noter ces premiers éléments. Alors ces premiers aléas, ces aléas naturels, il y en a 8 principaux en France. On a les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt et les sécheresses qui vont avec, les cyclones ou encore les tempêtes. Bien évidemment, on ne trouve pas ces aléas partout sur l'ensemble du territoire national. Nous allons d'abord distinguer les aléas que l'on trouve en France métropolitaine, c'est-à-dire l'Hexagone et la Corse. Sur ce territoire, on trouve quoi? On trouve des séismes, ou du moins des tremblements de terre de faible ou moyenne amplitude, notamment dans les régions montagneuses. La France est de manière générale un pays où on a une faible sismicité. Autre aléa que l'on peut trouver en France, les avalanches, les glissements de terrain qui, eux aussi, se localisent plutôt dans les régions montagneuses, dans les massifs montagneux, notamment dans les Pyrénées ou encore les Alpes. Autre aléa, les inondations fluviales, et vous voyez ici qu'elles sont localisées au niveau des grands fleuves français, mais également des rivières françaises. Il y a également le phénomène de submersion marine, qui est un phénomène où l'eau de la mer ou de l'océan peut venir envahir le littoral, et lié à cela, ce qu'on appelle l'érosion des côtes, c'est-à-dire le grignotage petit à petit des plages et des littoraux. Donc voilà les principaux aléas naturels que l'on trouve sur la France métropolitaine. Un zoom à présent, avant de passer à la trace écrite, sur les inondations. Donc vous voyez ici la carte des zones inondables en France. Donc elle correspond parfaitement à la carte des fleuves français. Donc les zones les plus inondables aujourd'hui en France sont bien évidemment la Garonne dans la région du sud-ouest, le Rhône dans le sud-est, la Loire qui traverse la France ici, ou encore la Seine. Et bien évidemment, toutes les rivières qui sont liées à ces fleuves sont également des zones inondables. Inondations qui parfois peuvent conduire à des catastrophes en France, ça a été le cas notamment en 2016 avec la crue de la Seine. Ici vous avez une photo du statut du zouave du pont de l'Alma, qui à chaque fois est un repère au moment des crues. Alors, un point de vocabulaire sur crue et inondation. Une crue se fait de manière beaucoup plus lente. C'est aussi l'élévation du niveau d'un fleuve ou d'une rivière, mais de manière très lente. Tandis qu'une inondation est brusque, elle se fait très rapidement. Donc ici, il y avait eu une crue en 2016, la dernière grande crue de la Seine avant 2016, c'était en 1910, et cette fois-là, l'eau était montée jusqu'aux épaules de cette statue qui représente un soldat au niveau du pont de l'Alma. Donc vous voyez qu'ici, le niveau était quand même plus faible. Je vous parlais tout à l'heure de sismicité, voilà la carte justement du risque sismique en France. Vous voyez que finalement les régions où le risque est moyen, donc on est très loin d'un risque fort, mais risque moyen, dans les Pyrénées et dans les Alpes. Les quelques séismes rencontrés, enregistrés en France sont souvent autour d'une magnitude 5, 6, grand maximum. La dernière fois c'était en 1909 dans le sud-est de la France, donc il est quand même très rare d'avoir des séismes d'ampleur, pour la France métropolitaine en tout cas. Vous pouvez donc noter en guise de trace écrite, premier tiret de la liste, premier élément, des aléas plus faibles en France métropolitaine. Donc il y a notamment les tempêtes, notamment l'hiver sur les littoraux, les inondations et les crues dans les vallées fluviales et sur les littoraux, les avalanches en montagne, ou encore le triptyque sécheresse, canicule, incendie, notamment dans le sud. Donc,
Conclusion pour la France métropolitaine, on a uniquement des aléas climatiques. Rappelez-vous, on avait vu sur les risques en France, dans le monde, qu'il y avait parmi les aléas naturels deux sous-types d'aléas, les aléas climatiques d'un côté et les aléas davantage sismiques de l'autre, qui étaient liés aux plaques terrestres. Donc voilà pour la France métropolitaine. Maintenant, deuxième catégorie de territoires, les territoires ultramarins. Alors, dans les territoires ultramarins, on retrouve aussi le problème des séismes, notamment à la Guadeloupe et en Martinique. On a également le problème de submersion marine en Guyane, et surtout le problème des éruptions volcaniques à la Réunion, à la Martinique et en Guadeloupe. Ce qui n'apparaît pas d'ailleurs ici, ce sont les cyclones, qui touchent également les Antilles et la Réunion. Pourquoi ces territoires ultramarins sont-ils plus touchés que la France métropolitaine par les aléas? Il suffit de regarder cette carte. Donc la France métropolitaine se trouve dans l'hémisphère nord, dans ce que l'on appelle la zone tempérée, alors que la plupart des territoires ultramarins français se trouvent dans la zone que l'on avait identifiée la fois dernière comme étant la zone intertropicale, c'est-à-dire entre les deux tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capricorne. Hormis Saint-Pierre-et-Miquelon et quelques îles dans l'hémisphère sud, la plupart des territoires ultramarins, et notamment dans les Antilles ou encore Mayotte et la Réunion, se trouvent bien dans cette zone intertropicale. Or, c'est dans cette zone que l'on a le plus d'aléas naturels, et je vous renvoie au cours précédent. Vous pouvez donc noter, deuxième tiret, des aléas plus nombreux et d'une force supérieure dans les territoires ultramarins. Les cyclones dans les Antilles, les séismes, les éruptions volcaniques, notamment à la Martinique, à la Guadeloupe ou à la Réunion. Ces territoires se trouvent essentiellement dans la zone intertropicale, plus exposés aux risques. Donc voilà, première information très importante à retenir, le fait que la France métropolitaine est moins soumise aux aléas naturels, mais que les territoires ultramarins le sont davantage. Donc il y a une première inégalité de ce point de vue. Mettez bien sur pause pour avoir le temps de noter tous ces éléments. Alors un zoom maintenant sur les volcans, de culture générale. Donc je vous l'avais dit la fois dernière, on distingue deux types de volcans, les volcans explosifs et les volcans effusifs. Il faut aussi distinguer une autre catégorie de volcans, les volcans endormis et les volcans actifs. Alors on considère qu'un volcan est endormi dès lors que sa dernière éruption a eu lieu il y a au moins 10 000 ans. En France, il y a plusieurs volcans, des volcans endormis et des volcans actifs, on le voit ici sur cette carte. En France métropolitaine, on a le Puy-de-Dôme et le volcan du Vivarais dans le centre, qui sont des volcans endormis, donc qui ne présentent aujourd'hui plus aucun risque. Par contre, dans les territoires ultramarins, on a 3 volcans qui sont encore en activité, qui sont encore actifs. C'est le cas de la Soufrière, juste ici, en Guadeloupe, dont la dernière éruption a lieu en 1977. On a également la montagne Pelée en Martinique, dont la dernière éruption a eu lieu en 1932, ou encore le Piton de la Fournaise à La Réunion, qui lui par contre est souvent en éruption. La dernière a eu lieu en août 2019. On a aussi deux types de volcans actifs. La Soufrière et la montagne Pelée sont des volcans que l'on appelle explosifs, donc qui vont produire principalement des cendres, et qui sont donc beaucoup plus dangereux. Par contre, le Piton de la Fournaise, lui, est un volcan de type effusif, donc il produit de la lave, ce qui d'ailleurs entraîne moins de dégâts et c'est souvent d'ailleurs moins dangereux. Donc les habitants de la Réunion sont préparés face à ce genre de risque. Un exemple de ces grandes catastrophes qui a pu arriver par le passé, c'est notamment l'ouragan Irma dans les Antilles, qui avait provoqué 12 morts sur les îles françaises. Donc vous pouvez noter, on est sorti de la liste, vous notez qu'au total, 2 tiers des communes françaises, donc ça veut dire environ 66%, sont touchées par un ou plusieurs aléas naturels. Exemple, le cyclone Irma dans les Antilles en 2017. Vous n'avez pas besoin forcément de noter le nombre de décès. Mais voyez en tout cas avec cette photographie les dégâts matériels importants engendrés par cette catastrophe.
Alors maintenant, qu'en est-il du changement climatique? La France, comme le monde, est touchée, impactée par ce changement climatique qui accentue, aggrave les aléas naturels. Alors, ça passe notamment par le fait qu'en France, l'hiver, on enregistre davantage de tempêtes, des tempêtes qui d'ailleurs entraînent davantage de dégâts également, mais on a aussi des périodes de sécheresse l'été qui sont plus nombreuses et plus fortes. Vous avez ici un graphique qui représente les écarts de température par rapport à la moyenne de tous les mois de juillet depuis 1945. Donc le point de départ, c'est l'année 1945, et on voit que plus on avance vers nous, donc notamment les années 2000-2010, plus on a des années qui sont au-dessus de la moyenne. Si on prend à partir de 2015, vous voyez qu'on a chaque année des années plus chaudes que les autres. Donc en 2015, plus de degrés par rapport à la moyenne enregistrée. 2016-2017 ont été des années un peu moins chaudes. 2018, de nouveau, plus 2,5 degrés par rapport à la moyenne. 2019 n'apparaît pas, mais 2019 était encore au-dessus de 2018. Donc ce qui montre bien qu'on a un réchauffement et donc des sécheresses, ce qui provoque des problèmes au niveau de l'agriculture, mais aussi des canicules qui peuvent être meurtrières. Vous notez donc, pour la trace écrite, que le changement climatique accentue ces aléas naturels. Deux points, tempêtes et périodes de sécheresse plus nombreuses. Donc ça, c'est le premier type d'aléas, les aléas naturels. Maintenant, nous allons passer au deuxième type d'aléas, deuxième catégorie, les aléas technologiques. Vous pouvez noter directement que ces aléas technologiques sont liés à la présence de sites industriels, autrement dit d'usines, ou nucléaires, donc des centrales nucléaires, notamment dans les zones urbaines. En France, les accidents sont rares, mais dès lors qu'il y a une catastrophe, les dégâts sont importants. Quelques exemples justement de ces catastrophes technologiques. On va commencer par une catastrophe récente, pour le coup, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol, qui produisait des produits chimiques, à Rouen, donc pas très loin finalement de chez nous, en 2019, en septembre 2019. Cette catastrophe, cet incendie, vous voyez ici la fumée qui en est ressortie, a engendré une pollution de l'air. Vous voyez ici, Lubrizol était vraiment dans la ville de Rouen. Donc pollution de l'air, puisqu'on a retrouvé des dépôts noirs, des cendres notamment, sur des végétaux, sur des voitures, sur des habitations dans le nord de la France. Ici, la carte que vous voyez là représente avec des points rouges toutes les villes où il y a eu des arrêtés, c'est-à-dire des décisions pour restreindre, pour limiter les activités agricoles à cause de cette pollution. Donc vous voyez que, bien évidemment, toute la zone autour, à proximité de Rouen, a été concernée, mais aussi des communes dans la Somme, dans l'Aisne et dans le Nord. Donc le nuage de pollution est monté très haut. Donc vous pouvez noter comme exemple, juste après ce qu'on a noté comme trace écrite, exemple, incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en 2019. Donc il n'a pas causé de décès, direct en tout cas, mais une intense pollution et des dégâts matériels. Deuxième exemple, plus lointain cette fois-ci, mais qui a encore plus marqué les esprits à l'époque, vous pouvez noter, si vous n'avez pas noté l'exemple de Lubrizol, l'exemple de l'explosion de l'usine AZF, qui elle aussi produisait des produits chimiques, à Toulouse en 2001. Là, le bilan n'est pas seulement matériel, mais il est aussi humain, 30 morts et 2500 blessés. Donc ça a été un vrai drame dans la mémoire de Toulouse. Alors ces aléas technologiques, où se trouvent-ils? Si on prend que la France métropolitaine qui est la plus concernée, on trouve une concentration plus forte de ces aléas technologiques dans le nord de la France, donc c'est tous les cercles que vous voyez, donc plus le cercle est gros, plus on a de sites industriels Seveso, c'est-à-dire de sites industriels à risque, et donc on a surtout le nord de la France, puisque le nord de la France est davantage industrialisé que le reste du territoire français. Parmi ces aléas technologiques, on en a un en particulier qui est très dangereux, et je vous en ai parlé tout au long de cette séquence, c'est l'aléa nucléaire. Je reprends une carte déjà montrée précédemment, qui montre l'âge de nos centrales, de nos réacteurs nucléaires en France.
On considère que normalement, la durée de vie prévue pour un réacteur est de 30 ans. Aujourd'hui, la plupart de nos réacteurs nucléaires ont dépassé cette date, cet âge. On a notamment la centrale de Fessenheim qui a créé énormément de débats, qui aujourd'hui est rendue à plus de 40 ans d'âge. Ce qui en tout cas peut multiplier les risques, les facteurs de risque d'une catastrophe nucléaire. Vous pouvez noter, à la suite de ce qu'on a noté précédemment, l'aléa nucléaire est renforcé avec le vieillissement des réacteurs nucléaires. Exemple, la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, dans l'est de la France, donc que vous avez juste ici. Alors ces aléas technologiques, il peut prendre aussi d'autres formes. Ce n'est pas forcément des explosions spectaculaires, des incendies, ça peut être aussi des risques, des aléas beaucoup plus insidieux, au quotidien en quelque sorte. C'est notamment les pollutions engendrées d'abord par l'agriculture productiviste. Ici, vous avez une photo du littoral breton soumis aux algues vertes. Donc algues vertes qui viennent en fait des élevages de porcs, donc de cochons. On récupère le fumier, les excréments des cochons qu'on utilise ensuite dans les champs. Or, cela se descend ensuite dans les nappes phréatiques, puis arrive au niveau de l'océan, et cela crée une réaction chimique, d'où l'apparition de ces algues vertes. On sait que ces algues peuvent être dangereuses pour les animaux, on a eu notamment un cheval qui en est mort sur une plage bretonne. La question se pose également des dangers pour l'être humain. Autre problème de pollution, et donc autre aléa technologique, c'est toutes les pollutions autour des transports, que ce soit la pollution de l'air ou les marées noires dont j'ai déjà parlé précédemment. Pollution de l'air, ici vous avez une carte qui est faite par AirParif pour l'année 2018 et qui montre la plus ou moins forte concentration de dioxyde d'azote, donc qui est toxique. On voit que cette concentration suit surtout les axes de transport, tout simplement parce que plus vous avez d'embouteillage et de circulation sur un axe, plus cet axe est polluant, et donc on y trouve davantage de dioxyde d'azote. On sait aujourd'hui que cette pollution de l'air a des conséquences plus ou moins graves sur la santé humaine, et que chaque année, on a des décès prématurés à cause de cette pollution. Donc c'est aussi un risque, un aléa technologique à prendre en compte. Vous pouvez donc noter que l'aléa technologique peut aussi prendre la forme des pollutions engendrées par l'agriculture productiviste. Donc, que ce soit les algues vertes en Bretagne, ou encore les transports avec la pollution de l'air ou les marées noires. Alors nous avons vu les aléas naturels, les aléas technologiques. Il nous reste un troisième type d'aléas, les aléas sanitaires. Alors, les aléas sanitaires sont globalement peu présents en France, mais la France n'est pas, et on s'en rend compte aujourd'hui, elle n'est pas protégée contre ces aléas. C'est des aléas qui sont fortement liés à la mondialisation, au fait que l'on échange avec d'autres pays par le commerce, par les flux d'êtres humains également, donc que ce soit migration ou tourisme. Et c'est notamment le cas, et je vous en ai parlé précédemment, du moustique tigre en France, qui s'implante de plus en plus dans l'ensemble des territoires, l'ensemble des départements français. Donc vous pouvez noter, dernier élément de ce petit 1, les aléas sanitaires sont plus difficiles à identifier et sont liés à la mondialisation. Exemple, moustique tigre ou la Covid-19 actuellement. Petit 2, après avoir vu les aléas, parlons maintenant de la vulnérabilité de notre territoire. Donc petit 2, un pays développé, vulnérable, 3 petits points. Alors la France est un pays vulnérable, vous pouvez le noter, car elle développe des activités, donc c'est-à-dire des usines notamment, ou encore le tourisme, et elle urbanise des territoires confrontés à des aléas. Autrement dit, aujourd'hui, on est en train d'investir, d'aménager de plus en plus dans des territoires que l'on sait à risque. Par exemple, les métropoles françaises, les grandes villes françaises, se trouvent à proximité de fleuves ou de rivières. Regardez Paris sur la Seine, Nantes sur la Loire, Lyon sur le Rhône, ou encore Bordeaux sur la Garonne. Donc on a de grandes villes qui sont donc
des lieux où il peut y avoir une catastrophe et donc de dégâts importants, qui sont dans des zones à risque. Par exemple, prenons le cas de Beauvais. Donc vous avez, si vous allez sur Géoportail, la possibilité de regarder les zones inondables en France. Ici, vous avez la carte des zones inondables à Beauvais d'après la crue de la Seine en 1910, c'est-à-dire que des chercheurs ont recherché quelles étaient les zones qui avaient été inondées, recouvertes par l'eau lors de la crue de la Seine et de ses affluents au XXe siècle, et cela donne cette carte pour Beauvais. Donc on remarque quoi? On remarque la ville de Beauvais qui est juste ici, et on voit bien que tout le centre-ville est sous l'eau. Donc si demain on a une grande crue de la Seine, voilà quelles sont les rues, les quartiers qui risquent d'être inondés. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de risque. Vous pouvez noter également que le tourisme et l'héliotropisme, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on recherche un cadre de vie avec le soleil, la plage, la côte, le littoral, etc., sont à l'origine d'une vulnérabilité sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, à l'origine de catastrophes. Autrement dit, on investit de plus en plus sur les littoraux, qui sont des zones à risque, puisqu'on y risque de possibles submersions marines et des tempêtes. Ça a été le cas notamment de la dernière grande tempête qui a touché le territoire français, c'est la tempête Xynthia en Vendée, donc dans l'ouest de la France, en 2010, dont le bilan était de 47 morts et 840 millions d'euros de dégâts. Vous voyez que la France a beau être un pays développé, lorsqu'une catastrophe arrive, cela peut aussi entraîner des décès. Pourquoi une telle catastrophe? Vous rajoutez juste après que les zones touchées n'étaient pas urbanisées auparavant. D'accord? Donc, il faut savoir qu'au 19e et début 20e siècle, ces zones-là qui ont été inondées au moment de la tempête Xynthia en Vendée n'étaient pas urbanisées, il n'y avait pas de construction d'habitation. Ce n'est que après la Seconde Guerre mondiale que des constructions ont été faites, notamment des résidences secondaires, que les maires successifs ont autorisé la construction de ces habitations sans prendre en compte les possibles risques, jusqu'à ce qu'arrive la catastrophe de 2010. Pour vous situer tout cela, donc vous avez ici une infographie sur Xynthia, tempête meurtrière. Donc elle a touché l'ensemble du territoire français plus ou moins fortement. Il y a eu quand même 500 000 foyers, 500 000 maisons sans électricité en France. Donc elle a traversé le territoire et elle a quand même surtout touché la Vendée avec 29 morts. Vous avez ici une vue aérienne d'une des communes les plus touchées, la Faute-sur-Mer. Et vous voyez la zone entourée ici en blanc, c'est la zone qui a été inondée avec la tempête. Et dans cette zone se trouvaient des habitations, d'où les décès enregistrés. Habitations qui n'auraient pas dû d'ailleurs être construites. Voilà une image cette fois-ci un peu plus près pour vous donner ce que ça peut donner. Pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être à l'époque. Donc, tout ce que je veux vous dire là, c'est que les risques, les aléas qui sont présents, sont en fait aggravés par les activités humaines. Et on le voit ici avec cette infographie sur le risque d'inondation. Une inondation peut devenir beaucoup plus grave pour plusieurs raisons liées à nos activités. C'est tout d'abord le fait qu'on coupe des arbres sans replanter de nouveaux arbres. Or, on sait très bien que les arbres et la végétation de manière générale a un rôle pour absorber l'eau. On supprime également les zones humides et les mares, qui peuvent être des bassins de stockage de cette eau. Les champs également, on détruit les haies entre les champs, ce qui fait que cela permet plus facilement d'inonder des champs entiers. Et enfin, et ça je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent, dès lors que l'on utilise du béton, du bitume pour faire le sol, l'eau ne peut pas s'évacuer par la terre et donc reste. C'est pourquoi les villes, une fois qu'elles sont inondées, elles le restent plus longtemps. Vous pouvez noter à présent que les aléas technologiques se localisent dans les villes, donc des zones très peuplées et vulnérables. Si demain vous avez une explosion dans une usine, cette usine se trouvera
très certainement en ville, donc cela va entraîner davantage de dégâts que si elle se trouvait en pleine campagne, sans habitation à proximité. Vous rajoutez ensuite que comme les autres pays développés, la France connaît peu de pertes humaines, mais des dégâts matériels lourds. Par exemple, on enregistre entre 650 et 800 millions d'euros tous les ans, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment tous les ans, de dommages causés par les inondations. Alors, la France a la chance d'être un pays développé avec des assurances, pour autant, bien évidemment, cela a quand même des répercussions sur les cotisations que font payer les assurances aux assurés. Nous passons à présent au petit 3. Donc le petit 2 était un pays développé vulnérable, ton petit point. Nous achevons les 3 points de suspension, donc petit 3, mais qui met en place des politiques de prévention. Nous allons voir comment la France essaie justement de faire face à tous ces aléas et d'essayer de limiter la vulnérabilité. Vous notez directement qu'afin de limiter les conséquences des catastrophes naturelles, technologiques ou sanitaires, la France développe des politiques de prévention. Et elle en a les moyens, aussi bien technologiques que financiers. Ces politiques de prévention mobilisent différents acteurs. On a d'abord l'Union européenne, l'État français, donc le président, le gouvernement, les collectivités locales, que ce soit les départements ou les communes, les secours, bien évidemment, sans qui on ne peut pas préparer un plan de prévention. Donc, quand je dis secours, c'est notamment les pompiers, les associations, ou encore les citoyens eux-mêmes. Ces politiques, la trace écrite continue juste ici, ces politiques s'articulent autour de plusieurs axes que nous allons voir maintenant. Donc il y a 3 axes, donc 3 tirets. Premier axe, premier tiret, on essaye déjà de faire de la prévision de l'aléa. Encore une fois, je vous l'ai dit précédemment, on ne peut pas empêcher un aléa de se produire. Mais on peut essayer d'en limiter les effets. Alors, la prévision de l'aléa, donc là je parle surtout de l'aléa naturel, mais aussi technologique, cette prévision, elle passe par les satellites de Météo France, qui permettent d'avoir tous les jours une carte météo, notamment. Ces satellites surveillent les aléas naturels, notamment les cyclones dans les Antilles. Pour les aléas technologiques, vous pouvez noter que depuis 1996, l'Union européenne impose d'identifier, c'est-à-dire de faire une liste, de tous les sites industriels à risque. Pourquoi? Tout bêtement, connaître déjà les sites industriels à risque, c'est déjà se préparer. Alors, on ne fait pas juste une liste, on impose aussi des contrôles dans ces usines-là pour voir si les mesures de sécurité sont bien appliquées, et donc éviter une possible catastrophe. La carte que vous avez justement à gauche, juste ici, c'est l'ensemble des sites que l'on appelle les sites Seveso, donc du nom de la directive. Les sites Seveso qui sont donc des sites potentiellement à risque, classés en 2 catégories. Seveso seuil bas, donc c'est-à-dire où il y a peu de risque d'explosion, ou d'incendie ou de catastrophe, et les Seveso seuil haut, où là par contre on a une vigilance très accrue. Donc, le premier axe, prévision de l'aléa. Deuxième axe, donc vous voyez juste ici, c'est ensuite la protection avec des aménagements. Pour protéger des aléas, on construit des digues contre les inondations. Reprenez là tout à l'heure ce que je vous disais sur Xintia en Vendée. Suite à cette catastrophe, on a décidé de détruire 600 maisons qui se trouvaient en zone inondable. L'État a racheté ces maisons aux propriétaires. On a décidé aussi de construire, et je vous le note ici comme exemple, des digues pour bloquer l'eau et donc éviter les inondations. Ça peut être des barrages contre les crues. Le rôle d'un barrage est de retenir l'eau, d'en stocker l'eau, et donc d'éviter que les zones à proximité soient inondées. Ou encore, dernièrement, ces aménagements, ce n'est pas que des constructions, ça peut être aussi les gestes barrières contre la Covid-19 qui nous sont appliqués aujourd'hui. Autre exemple, autre axe que nous allons voir à présent, c'est la prévention pour sensibiliser et informer les populations.
Donc, je vous mettrai la trace écrite juste après. Dans cette prévention, donc pour préparer en fait les populations à une catastrophe et l'éviter, il y a notamment ce genre d'affiche qui là sert qui sert pour la prévention des feux de forêt, donc l'été au moment des sécheresses. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent ces feux, ici on note qu'un feu sur 10, donc 50% des feux, sont la conséquence d'une imprudence, c'est-à-dire de l'activité humaine. Donc, on conseille aux populations, dans les régions les plus touchées ou les plus à risque vis-à-vis de ces feux, dans le sud notamment, pas de feu ou de barbecue aux abords des forêts, ne pas jeter sa cigarette notamment par la fenêtre de la voiture, il suffit qu'elle tombe sur des broussailles sèches et le feu prend, pas de travaux, sources d'étincelles à proximité non plus des forêts, pas de combustible contre la maison, c'est-à-dire pas de piles de bois, pas de fuel, etc. Donc voilà ce genre d'affiche de prévention. Autre exemple, les cartes météo, que l'on voit régulièrement d'ailleurs, qui sont des cartes de vigilance qui indiquent un possible risque à venir. Le but, c'est d'anticiper, de se préparer. Ici, vous avez notamment la carte de vigilance le jour de la tempête Xynthia. Donc vous voyez que la grande partie des départements du nord de la France étaient en vigilance orange face au vent violent. Vous pouvez noter, dernier tiret de la trace écrite, troisième axe de la politique, la prévention pour sensibiliser et informer les populations. Avec des cartes des zones inondables. Aujourd'hui, lorsque vous louez une maison, le propriétaire doit vous informer du possible risque qu'il existe, donc vous informer si la maison se trouve en zone inondable. C'est l'interdiction de construction. Aujourd'hui, plus qu'avant, les maires doivent interdire la construction de maisons en zone inondable. C'est les cartes de vigilance Météo France, pour anticiper, c'est ce que je vous ai montré précédemment, ou c'est encore les plans de secours en cas de catastrophe. Vous n'avez pas besoin de noter tous ces exemples, un ou deux suffit amplement. Alors, tout ça reste bien sûr théorique, maintenant il faut passer à la pratique. Comment ça s'est mis en œuvre tout ça? Pour adapter, vous le notez, pour adapter ces politiques aux particularités de chaque territoire, on l'a vu dans le petit 1, la France n'est pas confrontée aux mêmes aléas partout, de la même manière. Donc les collectivités, c'est-à-dire les communes, rédigent ce que l'on appelle des plans de prévention des risques, des PPR, qui sont de deux catégories d'ailleurs. Vous avez les PPR-N pour les risques naturels et les PPR-I pour les risques industriels. Ça passe notamment dans la région de Lyon par ce genre de carte, où vous avez des zones où il y a une interdiction stricte de construire. Donc, par exemple, là, vous voyez en rose-violet, vous avez des sites Céveso, donc des usines à risque, et la zone qui est intégrée dans le trait rouge, c'est une zone où il est interdit aujourd'hui de construire quoi que ce soit. Ensuite, vous avez une deuxième zone qui est le principe de non-densification, c'est-à-dire qu'il y a déjà des habitations, des constructions, on interdit d'en construire davantage. Et enfin, vous avez troisième zone, le principe d'autorisation, où là c'est possible, mais sur autorisation uniquement. Je reviens à la trace écrite. Vous finissez en notant que néanmoins, malgré tout ce que les différents acteurs mettent en place, malgré les politiques de prévention, ces politiques ont aussi des limites. Exemple, on le voit aujourd'hui, le manque de préparation face à l'épidémie de la Covid-19, manque de masques notamment, ou encore la rupture de digues, ce qui entraîne des inondations. Pour finir, un terme de vocabulaire, pour ce grand C, le terme de PPR, qui est un document d'urbanisme visant à limiter l'exposition de la population aux risques majeurs en l'informant, en organisant les secours et en réglementant l'utilisation des sols d'une commune. C'est-à-dire d'interdire par exemple les constructions dans une partie de la commune. Votre commune a d'ailleurs peut-être rédigé un PPR, donc vous pouvez facilement vous informer d'ailleurs sur ce PPR en mairie. Pour finir,
Sur les risques, je vous conseille un serious game, donc un jeu sérieux, un jeu pédagogique en quelque sorte, sur les risques. Donc je vous mets ici le lien URL, donc qui est un jeu en fait qui a été créé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ça se passe comment? Vous commencez au début du jeu par choisir une région du monde, donc les Antilles, l'Australie, l'Asie du Sud-Est ou autre, qui est touchée par un aléa, donc cyclone, tsunami, etc. Votre mission dans ce jeu, c'est en fait de construire des protections et de préparer la population à l'arrivée d'une catastrophe. Donc vous avez un temps limité pour préparer tout cela. Une fois que la catastrophe arrive, vous avez ensuite un bilan en nombre de morts, en dégâts, en fonction des décisions prises. Et donc vous gagnez si vous avez pris toutes les décisions nécessaires, ou vous perdez si les dégâts et le nombre de morts est trop important. Avant de passer à la conclusion, un petit exercice de vrai-faux pour voir si vous êtes au point sur les risques. Donc, je vais lire avec vous chacune des affirmations, à vous de déterminer ou de chercher dans le cours si elle est vraie ou si elle est fausse. Affirmation numéro 1. Un risque est la rencontre entre un aléa et une catastrophe. Donc, mettez sur pause pour avoir le temps de réfléchir à votre réponse. C'est faux. Un risque est la rencontre entre un aléa, c'est-à-dire un événement d'origine naturelle, technologique ou sanitaire qui peut ou pas intervenir, et entre une vulnérabilité, c'est-à-dire la fragilité plus ou moins forte, plus ou moins grande d'une société face à cet aléa. Affirmation numéro 2. Il existe 3 types d'aléas. Aléas naturels, technologiques, sanitaires. Vrai ou faux? C'est vrai. Il existe en effet des aléas naturels, sismiques et climatiques, des aléas technologiques et des aléas sanitaires. Troisième affirmation, les aléas naturels sont essentiellement localisés dans la zone tempérée. Vrai ou faux? C'est faux. Les aléas naturels sont essentiellement localisés dans la zone intertropicale, c'est-à-dire entre les deux tropiques. C'est là que l'on trouve notamment les zones sismiques les plus importantes, les zones volcaniques, mais également les zones confrontées à des cyclones. Affirmation suivante, les pays des Nord connaissent une grande vulnérabilité humaine, mais peu de dégâts matériels. Vrai ou faux? C'est faux. Les pays des Nord, qui sont aussi les pays développés, connaissent peu de victimes humaines, mais des dégâts matériels importants. C'est lié au fait que les constructions dans ces pays-là sont plus coûteuses. Affirmation suivante. Les pays des Sud sont plus vulnérables car l'habitat est souvent précaire. Vrai ou faux? C'est vrai. Les pays des Sud sont en effet beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus fragiles, car l'habitat, qui prend souvent la forme de bidonvilles, est plus précaire, moins solide face à une catastrophe. Affirmation suivante. Pour limiter les catastrophes, les communes françaises mettent en place des PPR. Vrai ou faux? C'est vrai. En effet, les communes françaises mettent en place des plans de prévention des risques, donc PPR, qui sont des politiques qui visent à limiter l'effet, les conséquences des catastrophes. Dernière affirmation, la France est de plus en plus vulnérable car elle aménage des zones exposées à des aléas. Vrai ou faux? Là aussi c'est vrai, la France en effet aménage des zones exposées aux aléas, notamment les littoraux ou les villes. Donc nous avons terminé cet exercice, j'espère que cette notion de risque est bien acquise, elle vous resservira d'ailleurs durant votre année de première, que ce soit première générale ou première technologique. Nous passons à présent à la conclusion du chapitre. La conclusion sera simple et sera sous la forme de ce schéma que je vais vous expliquer avant que vous ne le fassiez dans votre cahier. Donc nous avons travaillé sur 2 notions majeures, la notion de société, la notion d'environnement et les relations entre les deux. Nous avons vu d'abord que les sociétés, c'est le sens de cette première flèche, elles exploitent, elles aménagent et elles dégradent les environnements.
Elles exploitent les richesses, les ressources, on a vu le cas des ressources énergétiques. Le problème, c'est que cette exploitation se fait à outrance, n'est pas raisonnée, ce qui entraîne une dégradation des environnements et notamment le changement climatique. A l'inverse, les environnements apportent aux sociétés des risques. Ces environnements deviennent des risques dangereux pour les sociétés. Ce qui fait que nous avons donc bien des environnements fragilisés, mais aussi des sociétés fragilisées. Tout ça m'amène à la conclusion suivante, la nécessité aujourd'hui d'une transition environnementale, c'est-à-dire le fait de passer du mode de vie que l'on a actuellement, qui est un mode de vie qui n'est pas durable dans le temps, nous l'avons vu pour les ressources énergétiques, à un mode de vie qui est celui du développement durable, c'est-à-dire qui doit permettre de répondre à nos besoins essentiels, mais sans mettre en danger la planète. Voilà, donc nous avons terminé ce chapitre de géographie. J'espère que tout est clair pour vous, sinon n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bonne journée et bon courage à vous.